Votre niveau de discipline définira votre destin. La vie que vous vivez actuellement reflète la discipline que vous avez choisi de cultiver. Lorsque nous comprenons que notre discipline a façonné notre réalité d'aujourd'hui et qu'elle façonnera notre avenir de demain, nous pouvons utiliser notre maîtrise de soi pour transformer nos vies. 90% de la réussite, dans n'importe quel domaine, vient de la discipline. Nous passons des années à l'école, mais malheureusement, nous n'apprenons presque rien à ce sujet. Aujourd'hui, nous allons explorer 8 leçons stoïciennes essentielles pour renforcer votre autodiscipline et votre contrôle émotionnel. Leçon 1. Organisez votre vie. La véritable discipline commence par le respect de notre organisation dans tous les aspects de la vie. Il ne s'agit pas seulement de gérer notre temps ou l'énergie que nous utilisons, mais de s'aligner profondément sur l'ordre, un principe essentiel de la philosophie stoïcienne. Imaginez la difficulté d'être discipliné lorsque l'environnement autour de vous est chaotique. Le bureau en désordre, la maison en bazar, avec des vêtements éparpillés partout et un évier rempli de vaisselle sale datant de 3 jours. L'organisation, même dans sa simplicité, est fondamentale pour notre capacité à maintenir la clarté mentale et à cultiver la discipline quotidienne. Le stoïcisme nous enseigne qu'en organisant les petites choses, nous établissons une base solide pour affronter les grands défis. Si vous n'arrivez pas à organiser votre espace et à gérer les tâches simples de votre quotidien, comment pourrez-vous faire face à des problèmes plus importants? L'organisation va au-delà des apparences. Elle reflète notre discipline intérieure. Appliquer le stoïcisme signifie transformer la discipline en une force intérieure. Pour changer votre environnement, il faut d'abord changer vos valeurs intérieures. Et la base d'une véritable discipline réside dans l'organisation minutieuse de notre espace. Transformer le chaos en ordre, sous l'influence stoïcienne, permet à la clarté mentale de prévaloir, à la détermination de s'épanouir et à la véritable discipline de s'installer. Leçon 2. La bataille contre le plaisir immédiat. Votre corps est stupide. Vous devez le sauver de lui-même. Souvent, notre corps et notre esprit ont besoin d'être protégés de leurs propres pièges. Votre corps désire la satisfaction immédiate d'un bon repas, mais finit par dépasser les limites et se gaver de nourriture. Votre corps veut boire pour se détendre, mais cela se transforme en abus, et vous vous réveillez le lendemain avec la gueule de bois et de la honte. Votre corps veut se reposer un peu avant de travailler, mais quand on s'en rend compte, la procrastination a pris le dessus. Votre esprit a une curiosité naturelle, mais en plongeant dans une avalanche d'informations et d'activités, nous nous surchargeons. Anxiété, stress, fatigue mentale, tout cela résulte du non-respect de nos propres limites. Il en va de même pour l'impulsion de dépenser. Un plaisir passager à acheter quelque chose de nouveau peut devenir un total déséquilibre financier, vous poussant à acheter bien plus que ce dont vous avez réellement besoin. Votre corps et votre esprit veulent vous faire croire que vous pouvez gérer les conséquences plus tard et, pire encore, qu'elles ne sont pas préjudiciables, minimisant leurs impacts sur nos vies. Nous devons être intelligents et empêcher cela avant que cela ne se produise. Si vous vous sentez mal après ces excès, qu'il s'agisse de fatigue physique, mentale ou financière, cette satisfaction initiale en valait-elle vraiment la peine? Si vous perdez confiance en vous après avoir procrastiné, si vous êtes perdu financièrement, submergé de dettes et de cartes de crédit, si votre esprit est épuisé et surchargé, était-ce vraiment aussi agréable de céder? Ne pensez pas seulement au plaisir que cela vous apportera, pensez à ce que cela vous enlèvera. Pensez à ce que vous ressentirez ensuite, quand votre confiance en vous et votre estime de soi seront ébranlées, ou quand vous vous regarderez dans le miroir, perdu, vous demandant comment toute cette situation est arrivée. L'autodiscipline n'est pas une restriction. Ce n'est pas se priver d'excès parce que c'est considéré comme un péché ou moralement incorrect, mais bien une façon d'éviter une vie pleine de souffrances inutiles et des conséquences négatives que nous créons nous-mêmes en cédant à chaque impulsion et désir sans aucune forme de restriction ni de critères. Choisir le contrôle de soi, c'est éviter de créer notre propre enfer personnel dans le présent. Il est important de comprendre que l'abstinence et la restriction ne sont pas la même chose. L'abstinence signifie éviter quelque chose complètement, tandis que la restriction recherche la modération, une vertu stoïque. Il s'agit de savoir comment aborder les choses de manière équilibrée et appropriée en fonction de notre corps.
Être discipliné ne signifie pas se priver ou renoncer au bonheur, mais agir de manière responsable et comprendre ses propres limites. Il s'agit de savoir s'arrêter avant que les choses ne deviennent incontrôlables, comme quitter la table avant de trop manger ou prendre un verre au lieu de vouloir boire toutes les bouteilles de la fête. Cela consiste à avoir la conscience d'un repos planifié et non de longues heures sans fin. C'est faire du shopping dans les limites de son budget en dépensant moins que ce que l'on gagne. Et apprenez comment augmenter vos revenus afin d'augmenter votre budget de manière responsable. La discipline n'est pas une punition, mais un moyen d'éviter des conséquences négatives. C'est une expression de la valorisation de soi qui priorise votre esprit par rapport à votre corps, en évitant les distractions et les plaisirs temporaires. Selon le stoïcisme, la raison doit prévaloir sur vos impulsions et déclencheurs émotionnels. De cette façon, en contrôlant votre esprit et en choisissant la raison, vous transformez vos actions et votre destin. Et avant d'explorer la troisième leçon, je dois vous dire que cette vidéo est arrivée jusqu'à vous parce que quelqu'un d'autre a aimé, a commenté et s'est abonné à la chaîne. Faites de même pour ne pas briser cette chaîne. Leçon 3. Thérapie d'exposition. Sénèque était l'un des hommes les plus riches de l'Empire romain, ayant hérité d'une grande fortune de son père et augmenté sa richesse par lui-même. Mais, malgré tout le confort et l'argent qu'il possédait, il pratiquait une sorte de thérapie d'exposition, un entraînement pour faire face aux adversités. Pendant 3 ou 4 jours par mois, Sénèque choisissait de vivre de manière simple. Il portait des vêtements usés, dormait par terre et se nourrissait seulement de pain sec et d'eau. Il abandonnait tout le confort volontairement, s'assurant que cette expérience soit réelle et marquante. De plus, il encourageait ses amis, comme Lucilius, à s'exposer temporairement eux aussi à l'inconfort. Pourquoi faisait-il cela? Quel était le but derrière ses actions? Sénèque voulait se prouver à lui-même qu'il pouvait supporter des défis et affronter ce que beaucoup de citoyens romains vivaient quotidiennement. En passant par ces difficultés volontaires, il confrontait ses propres peurs, les transformant en expériences concrètes. Ce qui auparavant n'était qu'une préoccupation dans son esprit devenait quelque chose qu'il apprenait à gérer. Cette pratique renforçait sa résilience et le préparait à affronter les véritables difficultés de la vie, surtout durant l'époque turbulente de l'empereur Néron. Lorsque la situation devint critique, Sénèque alla jusqu'à offrir toute sa fortune pour sauver sa vie, surprenant Néron, qui ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait renoncer à tout. Sénèque disait toujours qu'il possédait l'argent, mais que l'argent ne le possédait jamais. Il maintenait une distance émotionnelle et psychologique par rapport à l'argent, et ne fondait pas sa valeur, son bonheur ou sa paix sur ses richesses. Contrairement à l'approche stoïque de Sénèque, beaucoup d'entre nous évitent l'inconfort. Nous choisissons la voie facile et croyons que le succès consiste à vivre sans affronter de difficultés. Ainsi, nous évitons les défis et cherchons toujours les commodités de la vie. Nous avons toujours ce que nous voulons au moment où nous le voulons, agissant comme des enfants gâtés. Pourquoi devrais-je faire des efforts au travail si quelqu'un d'autre prendra toujours cette responsabilité? Pourquoi devrais-je me donner de la peine pour suivre un régime ou aller à la salle de sport si je peux justifier mon poids par la génétique ou par mon âge? Pourquoi devrais-je apprendre à contrôler mes émotions alors que je peux blâmer mon tempérament ou mon signe astrologique? Combien de fois avez-vous entendu « je suis explosif parce que je suis bélier » ou « je manque de concentration parce que je suis verseau ». Nous ne réalisons pas à quel point cette mentalité nous rend dépendants, gâtés et experts pour se plaindre et justifier nos comportements. Cela nous pourrit et crée les conditions parfaites pour l'échec et la frustration. Nous devenons aussi peureux et fragiles, dépendants de ce qui nous apporte du confort, et nous devenons esclaves, craignant de perdre ses facilités. Sénèque parlait d'Apicius, un Romain qui dépensait des fortunes en banquets luxueux et en apprenant que sa richesse était épuisée, s'abandonna au désespoir. Il mit fin à ses jours, car il ne voulait pas vivre simplement et sans luxe. Nous pouvons choisir de nous défier et de grandir comme Sénèque, ou de désespérer comme Apicius, et de créer notre propre enfer. L'autodiscipline commence quand nous faisons face aux défis. La vie apportera inévitablement des moments difficiles, et si nous sommes préparés, nous pourrons les affronter avec plus de force. Les personnes qui se défient elles-mêmes sont plus résilientes et, en fin de compte, plus heureuses. Les temps difficiles créent des hommes et des femmes forts.
tandis que les temps faciles engendrent des hommes et des femmes fragiles et accommodés. Leçon 4. Ne réduisez pas votre esprit à l'esclavage. Dwight Eisenhower a accompli de grands exploits dans sa vie. Il a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, a vaincu les nazis et est devenu président des États-Unis. Cependant, en 1949, il a affronté un défi plus personnel, se conquérir lui-même. Après 38 ans à fumer 3 à 4 paquets par jour, Eisenhower savait qu'il devait abandonner cette dépendance. Il a décidé que la seule façon d'arrêter était d'arrêter d'un coup, et il n'a jamais touché une cigarette à nouveau. Il a affronté et maîtrisé ce démon intérieur. Ce choix a été un acte de volonté, car toute personne ayant lutté contre une addiction sait combien il est difficile de se libérer et de ne pas rechuter. Pour Eisenhower, prendre soin de son corps et de sa santé était un devoir, et cette décision lui a offert des années supplémentaires, lui permettant de continuer à contribuer au monde. Après cela, il a poursuivi son parcours de succès. Aujourd'hui, nous réfléchissons à nos propres habitudes. Nous sommes entourés d'autres types de dépendances, comme les réseaux sociaux, la caféine, la malbouffe, les drogues, la pornographie, les jeux de hasard et des milliers de paris. Peu importe que ces habitudes soient considérées comme acceptables ou non, ce qui importe réellement, c'est si elles sont vraiment bénéfiques pour nous. Tout comme l'habitude de fumer nuisait à la santé d'Eisenhower, nos propres dépendances peuvent saper notre bonheur sans que nous nous en rendions compte. Pourquoi laisser ces habitudes contrôler notre vie? Devons-nous permettre qu'elles dictent notre comportement? Pourquoi permettre à nos émotions de répondre avant la raison? Ni le corps, ni les habitudes, ni les émotions ne doivent être les maîtres. Être esclave mental de nos dépendances est quelque chose que nous pouvons et devons surmonter. Réfléchissez bien. Si vous connaissiez dès maintenant les conséquences négatives de ces habitudes, auriez-vous commencé avec elles? Continueriez-vous à les laisser dicter votre style de vie? Avoir fait un mauvais choix dans le passé ne vous condamne pas à le répéter. Ce qui importe, c'est la manière dont vous décidez d'agir aujourd'hui. Peu importe votre succès actuel, parfois nous devons mettre nos actions et nos habitudes devant nous, comme des soldats en rang, pour voir qui est vraiment aux commandes. Nous devons distinguer si nous sommes les maîtres de nos habitudes ou si nous en sommes devenus les esclaves. Peut-être avez-vous une habitude nocive dans votre vie, une bataille que vous menez en ce moment. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour la gagner. Inspirez-vous de l'histoire d'Eisenhower, qui a cessé de fumer après 38 ans. Ce qui compte, ce n'est pas depuis combien de temps vous avez cette habitude, ni les moments de faiblesse. Ce qui compte vraiment, c'est la décision que vous prenez aujourd'hui et comment vous réagirez à partir de maintenant. Choisissez d'arrêter maintenant. Libérez-vous de ces comportements et décidez que vous ne serez plus leur esclave. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, partagez cette vidéo. Cela pourrait être la porte d'un nouveau chemin pour cette personne. Leçon 5. Trouvez l'équilibre. Kate le sage était connu pour sa remarquable tempérance et menait une vie simple, évitant toute ostentation. Il portait des vêtements modestes, ne dépensait pas de manière extravagante et travaillait souvent aux côtés de ses serviteurs, buvant le même vin et vivant dans une maison modeste. Sa philosophie minimaliste était inspirée par son héros, Manius Curius, un homme politique romain qui, au sommet de son pouvoir, fut trouvé en train de cuisiner des navets dans sa propre cuisine, refusant les pots de vin et montrant que son caractère et son intégrité n'avaient pas de prix. Kate refusait également les cadeaux de grande valeur et les récompenses politiques. Il savait que lorsque nous désirons plus que ce dont nous avons réellement besoin, nous devenons vulnérables. Bien que ce style de vie puisse sembler difficile, il est plus facile à vivre. Avec moins de préoccupations vient plus de paix. Personne ne vit en paix en traitant avec des créanciers à la porte ou en étant esclave d'un style de vie luxueux qui exige chaque jour davantage. Quand nous pensons à la discipline et à l'élimination du superflu, nous imaginons généralement réduire les distractions pour être plus productifs. Cependant, le stoïcisme nous pousse à penser autrement, à voir tous les aspects de notre vie. Nous vivons entourés de pressions et de tentations pour accumuler toujours plus, influencés par les publicités et les réseaux sociaux, qui nous font croire que nous avons besoin de certaines choses pour être heureux. Comme Sénèque l'a observé, nous achetons souvent des choses simplement parce que d'autres les achètent aussi.
Nous suivons la majorité, pas la raison. Si peu de personnes font quelque chose, cela nous importe peu. Mais quand la majorité le fait, nous imitons, pensant que c'est juste parce que c'est commun. À l'époque de Sénèque, il n'y avait pas d'Internet, mais le comportement humain suivait la même logique pour une raison simple. La nature humaine n'a pas changé. C'est pourquoi il est essentiel de développer la discipline pour construire sa propre valeur, sans dépendre de facteurs externes pour mesurer son mérite. Leçon 6. Apprenez à être constant. Dans la Rome antique, les empereurs choisissaient leurs héritiers en adoptant de jeunes talents. C'est ainsi qu'Octave, à seulement 18 ans, devint l'héritier de Jules César. Un an plus tard, Octave promit aux dirigeants de Rome qu'il suivrait les traces de Jules César. Bien qu'ambitieux, Octave n'était pas pressé. Il suivit un chemin lent et réfléchi, apprenant auprès de mentors stoïciens. Il gouverna avec Marc-Antoine pendant 10 ans, dirigea le Sénat pendant 5, et devint alors Auguste César en 27 avant Jésus-Christ. Avec le temps et de la dévotion, il transforma Rome d'une ville de briques en un empire de marbre. Cette transformation exigea du temps, de la dévotion et de l'attention aux détails. La trajectoire d'Octave enseigne la valeur de la constance et de la discipline. Souvent, nous croyons que la motivation est tout. Quand nous regardons un film inspirant, lisons un livre captivant ou écoutons un podcast motivant, nous sommes pleins d'énergie pour agir. Nous décidons de devenir plus sains, de faire de l'exercice, de lire davantage, d'apprendre une nouvelle langue et de commencer à investir. Mais lorsque la motivation s'efface, nous revenons à notre état normal. C'est dans ces moments que la discipline compte vraiment. La discipline nous pousse à continuer, même lorsque l'envie s'évanouit. C'est elle qui nous fait avancer, persister, même après que l'enthousiasme ait disparu. La leçon d'Octave, dans la philosophie stoïcienne, nous rappelle l'importance de suivre un rythme constant. Alors, ralentissez, embrassez le chemin et grandissez avec sagesse, et profitez-en pour laisser un pouce bleu, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et activer les notifications. C'est quelque chose de simple, mais essentiel pour que nous continuions à vous apporter du contenu de qualité. Leçon 7. Une vie difficile est la meilleure vie. Imaginez avoir un petit déjeuner digne d'un hôtel de luxe tous les jours. C'était le style de vie sans limite du roi Georges IX, célèbre pour son amour de la nourriture. Avec le temps, il est devenu tellement obèse qu'il craignait de mourir étouffé en s'allongeant. Même la simple tâche de signer des documents est devenue un supplice, ce qui l'a amené à créer un tampon pour éviter l'effort. Malgré son statut de roi, il négligeait ses responsabilités et vivait comme s'il était à l'abri des conséquences, croyant que son corps supporterait les excès sans limite. Cependant, cette vie insouciante a eu des conséquences. Par une nuit d'été en 1830, à 3h30 du matin, il a fait face à la mort. Surpris de réaliser qu'il était en train de mourir, il a saisi la main d'un jeune serviteur et a dit « Mon garçon, c'est la mort », comme s'il était surpris de constater que ses mauvaises habitudes avaient finalement un prix. Maintenant, si nous comparons ce style de vie autodestructeur à l'exemple inspirant du président américain Theodore Roosevelt, nous percevrons comment nos choix quotidiens s'accumulent au fil de notre existence. Theodore Roosevelt, malgré des problèmes de santé dès son plus jeune âge, a choisi un chemin différent. Il s'est consacré à l'activité physique et a surmonté des défis. Même pendant sa présidence, il est resté actif, pratiquant l'aviron, la boxe et la randonnée. Qui, selon vous, se réveillait en se sentant mieux, le paresseux roi George ou Roosevelt, le défenseur d'une vie active? Roosevelt nous montre qu'affronter des défis et rester actif mène à des réalisations plus grandes. Nous ne sommes pas là uniquement pour chercher le plaisir. Notre nature est bien plus que cela. Pensez à toutes les innovations dont nous jouissons aujourd'hui, créées par des personnes qui ont utilisé leur talent pour transformer le monde. La nature a donné à chacun des dons uniques. Nous sommes des êtres incroyablement évolués au sommet de la chaîne alimentaire. Que ferez-vous de vos capacités? Seul, vous pouvez contribuer de manière unique. Personne ne le fera à votre place. Voulez-vous être un facteur d'addition ou gaspiller vos talents? Être un facteur d'addition, c'est laisser le monde meilleur après son passage. Prendre soin de son corps est aussi important que de prendre soin de son esprit. Comme le disait Marc Aurèle, l'esprit et le corps sont profondément connectés.
Prendre soin de son corps ne se limite pas à l'entraînement. Cela inclut également ce que nous mangeons et à éviter ce qui nous nuit. Nos corps sont comme des machines de haute performance et ils ont besoin du bon carburant. La vie apporte des défis qui échappent à notre contrôle, mais nous pouvons contrôler notre engagement envers l'amélioration personnelle. Alors, choisissez simplement une activité et commencez. L'autodiscipline n'est pas une négation du plaisir. Le vrai plaisir, c'est la récompense de nos efforts. Prendre soin de nous-mêmes n'est pas une punition. C'est ainsi que nous atteignons la grandeur. Ne vous contentez pas d'exister, mûrissez et prospérez. Quelle vie choisissez-vous à partir de maintenant? Le monde a besoin du message unique que vous seul pouvez apporter. Ayez le courage de le partager. Commentez discipline et engagez-vous à ne pas simplement exister, mais à vivre pleinement. Leçon 8. Le silence est votre plus grande force. Bien que les Spartiates soient connus pour leur courage et leur force inébranlable, une qualité souvent oubliée était leur maîtrise de l'autodiscipline, en particulier dans leur manière de parler. Les Spartiates possédaient une capacité unique. Ils utilisaient peu de mots pour provoquer un grand impact. Face aux menaces de puissants ennemis, ils répondaient par des phrases courtes et percutantes, démontrant une résilience qui n'était pas affectée par la peur. Quand on dit à Léonidas que les flèches de Xerxès bloqueraient le soleil, il répondit simplement « Alors, nous combattrons à l'ombre ». Lorsque qu'un autre ennemi menaça de tuer tous les soldats spartiates qui franchiraient les murailles, ils répondirent simplement avec un seul mot. Les Spartiates n'utilisaient jamais deux mots lorsqu'un seul suffisait. Ils évitaient toujours les excès verbaux, n'entrèrent pas non plus dans des discussions inutiles et ne partageaient jamais trop. La leçon ici est simple. Parler moins est plus puissant que de trop parler. Même s'ils avaient l'autorité de parler librement, les Spartiates choisissaient le silence. Ils ne ressentaient pas le besoin de s'affirmer, de prouver leur valeur ou de montrer leur intelligence en parlant tout le temps ou en entrant dans des débats sans intérêt. Il n'y a rien de plus ennuyeux que quelqu'un qui monopolise la conversation, que ce soit au travail, en famille ou entre amis. Le célèbre conférencier qui parle sans cesse, sans respecter l'espace des autres, et surtout, qui parle sans que personne ne soit intéressé à l'écouter. Avoir la discipline de résister à l'envie de parler tout le temps, de partager chaque pensée et chaque opinion, est une compétence précieuse, et c'est là que la sagesse des Spartiates reste encore pertinente. Zénon rappelait à ses élèves que nous avons deux oreilles et une bouche, nous devons donc respecter cette proportion et nous discipliner à écouter plus que parler. Commentez « Courage stoïque » si vous êtes arrivé jusque-là. Et merci de regarder.